Et si, pour réformer le système économique, on s'intéressait davantage à faire évoluer les règles du jeu de l'entreprise? Car la crise économique et financière des pays avancés est aussi celle du pilotage de ces entreprises. Le pouvoir des managers et la recherche du compromis social ont laissé la place à la gouvernance d'entreprise. Ce sont les idées de Milton Friedman qui dominent aujourd'hui la pensée. Selon sa célèbre expression, la responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter les bénéfices. Notre invitée aujourd'hui défend une thèse diamétralement opposée. Elle propose de réinventer l'entreprise pour en faire un véritable projet de création collective. Un projet qui tient compte non seulement de l'intérêt des actionnaires, mais aussi de celui de l'ensemble des autres partenaires de la firme. Blanche Segrestin, bonjour. Bonjour. Blanche Segrestin, vous venez de publier avec Armand Hatchuel « Refonder l'entreprise ». Vous êtes vous-même ingénieur des mines, docteur en gestion et professeur-chercheur à Mines ParisTech, c'est cela? Tout à fait. Et vous êtes une spécialiste dans la réflexion sur l'entreprise et la firme. Alors, le titre de livre « refonder l'entreprise pour surmonter la crise du système économique ». Quels sont, selon vos analyses, les symptômes de cette crise dans l'entreprise? En fait, vous avez raison d'insister, la crise n'est pas seulement une crise financière ou économique, c'est d'abord une crise de l'entreprise et qui remonte aux années 70. Il y a eu progressivement une focalisation sur la rentabilité à court terme des capitaux qui s'est traduite en fait par des inégalités salariales que personne ne conteste aujourd'hui et aussi par des dommages sociaux, environnementaux importants. Mais le point sur lequel on voudrait insister, c'est que c'est aussi cette focalisation sur la rentabilité des capitaux se répercute aussi contre l'entreprise et menace la prospérité et la pérennité des entreprises. C'est la vision à court terme, hein, c'est le court-termisme, c'est ça. De fait, les dirigeants aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des cas isolés. On observe qu'il y a une norme qui s'impose à eux et qui les conduit à privilégier la rentabilité à court terme, alors que dans une économie qui est tirée par l'innovation, il faudrait justement... Les projets sont à très long terme. Et les risques doivent être soutenus sur le très long terme. Donc la difficulté, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que, alors que l'innovation supposerait un investissement à très long terme, les dirigeants sont sommés de travailler non plus sur le projet de l'entreprise, mais d'abord sur la société de capitaux et la rentabilité actionnariale. Ils ne gèrent plus l'entreprise, mais davantage la valeur pour l'actionnaire. Alors ça, on va y revenir. Mais d'abord, on parle du mot « entreprise ». Mais lorsqu'on regarde bien, aussi bien sur le plan économique que sur le plan juridique, l'entreprise, c'est quelque chose de très flou, pas très bien défini. En économie, on connaît la fonction d'offre. Sur le plan juridique, on connaît la société, les différentes formes juridiques de la société. Mais l'entreprise, c'est quoi finalement? Alors l'entreprise, effectivement, et c'est le paradoxe, il nous semble qu'aujourd'hui, si elle est menacée, c'est qu'effectivement, on a mal qualifié son projet depuis le départ et que face à un modèle de la société qui, lui, est très bien ancré dans le droit, on n'a pas qualifié de modèle de l'entreprise. Et si la shareholder value a été possible et est devenue une norme au niveau international, c'est précisément que l'entreprise est restée soumise à une forme de vide à la fois juridique et économique. Il y a une faille juridique dans laquelle s'est engouffré ces idées. De fait, en fait, les juristes sont très clairs. A priori, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise, ils ne sont propriétaires que de leurs actions. Mais on constate que dans les faits, rien n'a permis de protéger, par exemple, ce qu'on appelle l'intérêt de l'entreprise à partir du moment où ce sont les actionnaires qui sont les seuls habilités à nommer et à révoquer à tout moment les dirigeants. Et cela, en fait, ça a été rendu possible parce que l'entreprise n'existe pas en droit. Ce qui existe sont d'une part le contrat de société, d'autre part les contrats de travail, mais rien ne définit l'entreprise. Et ça reflète, selon nous, le fait que, théoriquement, on n'a pas non plus de modèle de l'entreprise. On a en fait un modèle standard en économie qui est le producteur qui maximise son profit. Et il y a eu effectivement un certain nombre de théories économiques qui ont plutôt été dans le sens de la gouvernance actionnariale. Et ce qu'on constate par exemple, c'est que l'INSEE, aujourd'hui, quand elle cherche à comptabiliser le nombre d'entreprises en France, n'a pas d'autre moyen à sa disposition que de comptabiliser le nombre d'organisations à but lucratif. Et donc parmi en fait, les organisations à but lucratif, on a aujourd'hui à peu près 2 900 000 entreprises
organisations à but lucratif, et parmi elles, en fait, il y a 96% de ce qu'on appelle des micro-entreprises, c'est-à-dire aussi bien l'artisan du coin que la multinationale. Donc on voit à quel point, en fait, on a des difficultés à saisir, effectivement, d'un point de vue théorique, ce concept qu'est l'entreprise. Alors dans l'entreprise, il y a un personnage qui est un petit peu central, hein, c'est le chef d'entreprise. Et ce que vous expliquez, c'est que son rôle a beaucoup évolué, et la mission qui lui est attribuée a beaucoup évolué ces dernières années. En fait, effectivement, pour comprendre ce que c'est que l'entreprise, et pour comprendre en quoi elle se différencie simplement d'une société de capitaux, il faut juste rappeler que l'entreprise est un phénomène très récent dans l'histoire économique. Quand on se replace au milieu du 19e siècle, les sociétés anonymes sont déjà connues, elles vont être libéralisées en 1867, mais à cette époque-là, on n'a ni contrat de travail, ni chef d'entreprise en tant que tel. Ce qui va se passer, en fait, tout à la fin du 19e siècle, c'est qu'on va voir apparaître à la fois le collectif de travail avec effectivement une subordination et cette figure nouvelle dans l'histoire économique qui est le chef d'entreprise, qui n'est plus ni l'entrepreneur, ni simplement le propriétaire de capitaux, mais qui va avoir effectivement comme fonction d'organiser la dynamique du progrès collectif, la dynamique d'innovation qui va être centrale à cette époque-là et effectivement qui suppose à la fois une coordination au sein du collectif de travail et une compétence nouvelle pour le chef d'entreprise. Donc à ce moment-là, l'entreprise devient un projet avec à sa tête le chef d'entreprise qui est là pour conduire le projet. Un projet qui est collectif. C'est ça, en fait. Ce qui va devenir très important à cette époque, c'est organiser le progrès collectif. On se rend compte que l'innovation, elle n'est plus simplement le fait d'individus isolés, d'inventeurs, d'entrepreneurs, mais qu'elle est le fait qu'elle doit être collective et organisée. Et cette figure du chef d'entreprise qui apparaît en fait à la fin du 19e siècle va acquérir une légitimité à la fois scientifique. C'est l'époque, il faut se rappeler, de la création des écoles de management, les business schools aux États-Unis. Les premiers MBA, c'est 1908. Et puis on va voir progressivement, effectivement, cette légitimité du chef d'entreprise devenir de plus en plus robuste parce qu'il est porteur à la fois d'une dynamique de progrès économique et technologique très forte, mais aussi parce que justement, il va permettre à l'époque de dépasser les antagonismes sociaux entre le capital et le travail qui pouvaient être très violents. Il représente en fait la science et la dynamique de progrès scientifique de cette époque. Alors il arrive un moment qu'on peut situer, qu'on peut peut-être focaliser dans les 30 Glorieuses, où finalement le chef d'entreprise est en quelque sorte l'homme du compromis entre les intérêts des actionnaires, les exigences salariales, les points de vue à long terme, et le chef d'entreprise doit trouver le compromis entre toutes ces forces. Alors, je ne dirais pas le compromis. Ce que le chef d'entreprise va chercher à développer dans l'idée d'une dynamique de création collective, c'est justement, il va être responsable de l'invention d'un nouvel usage des ressources. Et ce qui va le préoccuper, c'est d'abord, effectivement, mener un projet de création de ressources nouvelles. Et donc ce qui va compter pour lui, ce n'est pas simplement les différents capitaux qu'il peut mobiliser, que ce soit des capitaux financiers ou des capitaux humains relationnels, mais c'est ce qu'il en fait dans un collectif et dans un projet collectif qu'il va porter et mettre en œuvre. Alors c'est ça qui va être déstabilisé à partir des années 70, puisqu'on voit qu'à la fois on passe avec l'appui en fait des théories économiques comme la théorie de l'agence, on va passer en fait d'un objectif qui serait plutôt un objectif de création collective à un objectif de maximisation d'une shareholder value, pour aller vite, d'un collectif de travail qu'on voulait organiser. On va passer progressivement à plutôt des performances individuelles qu'on va mesurer et des dispositifs d'incitation individuelle. Et puis on va passer justement de ce statut de chef d'entreprise qui avait une autorité de gestion particulière à ce qu'on va considérer comme être un agent des actionnaires dans la théorie de l'agence. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une réaction? J'ai cité tout à l'heure la célèbre phrase de Milton Friedman, à la période précédente, qu'on peut symboliser un peu par les idées de Galbraith, qui disait, je fais simple, les managers ont supprimé le pouvoir des actionnaires et exercent leur pouvoir de façon totalement indépendante. Alors c'est certain, la corporate governance telle qu'elle est apparue dans les années 70 était une réaction à ce qu'on a appelé le managérialisme. Et il faut voir qu'en fait dans le contexte des années 70, c'est justement un contexte de crise économique aux États-Unis et progressivement justement une crise du pilotage de l'innovation. On va voir apparaître par exemple le modèle japonais en face. Les managers aux États-Unis vont être progressivement accusés de ne pas effectivement gérer l'entreprise de manière performante
Et progressivement, ça va donner prise à des revendications plus fortes de la part des actionnaires qui se sentent effectivement usurpés dans leur pouvoir de propriété et qui vont demander des comptes davantage aux actionnaires, soutenus en cela par la théorie de l'agence. Donc la théorie de l'agence, c'est vraiment faire en sorte que les managers se mettent au service des actionnaires et règlent le problème juridique finalement que vous avez indiqué en amont de cet exposé. C'est-à-dire que, en quelque sorte, les actionnaires exercent le pouvoir dans l'entreprise à travers les managers pour optimiser en permanence la profitabilité de l'entreprise comme seul but social de l'entreprise. Et l'entreprise disparaît en quelque sorte. L'entreprise disparaît. On ne gère plus qu'une société. Et effectivement, ici, on se rend compte que rien n'a pu empêcher en droit les actionnaires de faire prévaloir ce genre de droit. Et bien que en fait, la plupart des économistes considèrent qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une théorie qui soit fondée aujourd'hui, on constate que dans les faits, rien n'a pu empêcher les actionnaires de révoquer, s'ils considéraient que la stratégie ne maximisait pas leurs intérêts, de révoquer les dirigeants. On constate même aux États-Unis qu'aujourd'hui, quand il y a une OPA, une offre publique d'achat, les dirigeants peuvent être poursuivis s'ils choisissent une offre qui ne maximise pas la shareholder value. Et c'est là, en fait, où en droit, effectivement, on considère qu'il y a un déficit pour protéger l'entreprise. Donc, cette idéologie de la corporate governance, cet objectif d'optimisation du profit comme seul objectif de l'entreprise est devenu aujourd'hui totalement dominante, je dirais même presque évidente, puisque les jeunes générations n'arrivent même pas à imaginer qu'il puisse y avoir un autre objectif de l'entreprise. Et vous dites et vous indiquez dans le livre, c'est un des objectifs du livre, c'est de montrer qu'il existe, on peut imaginer des solutions alternatives et qu'il en existe déjà. Les coopératives ouvrières, par exemple. En fait, effectivement, il existe déjà, tout au long du XXe siècle, il y a eu beaucoup de projets de réforme de l'entreprise. Il y a aussi déjà des formes d'entreprises alternatives. Toutes ne sont pas sous la forme d'une société anonyme. Et les sociétés coopératives, par exemple, les SCOP, sont sous la forme éventuellement de SA ou SARL, mais elles ont un autre projet. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont les premières formes d'entreprise, enfin, dans la mesure où, dans le contrat de société, le contrat de société fait référence au contrat de travail, puisque les salariés sont les détenteurs majoritaires du capital. Mais en fait, ce qui nous semble important, c'est que si ces différentes formes et ces différents projets de réforme n'ont pas vraiment suffi, en quelque sorte, à protéger l'entreprise, c'est d'abord, selon nous, parce qu'elles n'ont pas considéré suffisamment cette dimension qui était la dimension de la création collective et ce qu'elle exigeait, en fait, en termes statutaires. Alors justement, vous parliez des SCOP, mais c'est une structure juridique qui existe assez peu en France, qui est assez peu développée en France, mais qui est très développée en Italie, qui est beaucoup plus développée en Italie qu'en France. Alors il y a une autre voie que vous citez, qui a été très à la mode dans les années 70-80, on en parlait énormément. Il y avait d'une part l'autogestion, qui était un peu portée par la gauche, la participation portée par les idées gaullistes, et puis tout ça, ça s'est un petit peu disparu. En fait, ça n'a pas forcément disparu et au contraire, on voit qu'il y a une grande vitalité, mais qu'effectivement, ça n'a pas suffi, ça n'a certainement pas suffi, effectivement, à arrêter la corporate governance. Un des points sur lesquels on peut insister, c'est que ces projets de réforme et ces formes alternatives ont plutôt cherché à atténuer le pouvoir et l'autorité des dirigeants, alors que précisément, en fait, il nous semble que pour défendre la dimension de la création collective, on aurait besoin d'un statut beaucoup plus important et qui assoit davantage la latitude des dirigeants dans l'entreprise. Alors, si je prends, tout à l'heure j'ai parlé de l'Italie, parlons un instant de l'Allemagne, la co-surveillance. Est-ce que la co-surveillance, telle qu'elle est pratiquée en Allemagne, la co-gestion en vérité, est un moyen de rééquilibrer les pouvoirs dans l'entreprise? Est-ce que ça fonctionne? Alors attention, il ne s'agit pas de co-gestion, il s'agit plutôt de co-détermination, dans la mesure où c'est simplement les salariés participent au tiers ou à moitié du conseil de surveillance. Là aussi, il nous semble que c'est un modèle qui est très intéressant, puisque c'est un modèle qui, contrairement au système actuel en France, où il y a une forme de césure très importante entre d'un côté le contrat de société et de l'autre côté le droit du travail, les salariés ne sont pas du tout habilités à intervenir en quoi que ce soit dans la gouvernance et dans la stratégie de l'entreprise, on constate que justement ce
modèle de la Mitbestimmung, de la codétermination, permet aux salariés d'intervenir. Et ce qui nous semble d'autant plus intéressant, c'est que c'est un modèle du coup qui rend compte du fait que les salariés, de la même manière que les actionnaires, participent au risque de l'entreprise, à partir du moment où effectivement les décisions de gestion vont impacter leur devenir et leurs capacités, de la même manière que ça peut impacter les capacités des actionnaires. En fait, on a tendance à considérer que seuls les actionnaires assument le risque de l'entreprise. C'est évidemment faux. Oui, les salariés participent du risque aussi. Les salariés... L'environnement de l'entreprise, les sous-traitants participent aussi du risque de l'entreprise. Confient en quelque sorte leur carrière, le développement futur de leurs compétences. On dit en fait des jeunes qui rentrent dans une entreprise que ça peut être des jeunes à haut potentiel. C'est bien qu'effectivement ils vont confier leur avenir en quelque sorte en acceptant que dans le projet collectif, des choix soient faits qui puissent les impacter eux-mêmes. Alors parmi les solutions, les pistes à explorer, vous citez la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. De quoi s'agit-il ? Alors, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un mouvement qui aujourd'hui a acquis énormément d'importance et qui porte ses fruits d'une certaine manière. Dans la responsabilité sociale de l'entreprise, l'idée c'est que les dirigeants vont pouvoir identifier les parties prenantes qui vont être critiques dans le développement de l'entreprise et prendre en compte leurs intérêts, défendre leurs intérêts et pas simplement les intérêts des actionnaires. Or, en fait, cette théorie, elle nous semble extrêmement intéressante et aujourd'hui assez féconde, mais elle semble limitée aussi, d'abord parce qu'effectivement, on constate que dans les faits, et depuis que la corporate governance s'est traduite dans des codes qui s'imposent aux entreprises, il est faux de considérer que les dirigeants ont toujours la latitude pour identifier les parties prenantes, en fait, et que, in fine, ce sont quand même les actionnaires qui révoquent, le cas échéant, les dirigeants. Donc c'est une théorie qui semble intéressante et en même temps, elle reste dans cette représentation que les dirigeants vont être soumis à des pressions de la part des différentes parties prenantes qui vont être en charge de représenter des intérêts, alors que si on considère qu'ils sont plutôt là pour porter, pour inventer un nouvel usage des ressources, ils ne sont pas censés représenter les intérêts, mais plutôt construire un projet novateur. Alors, vous énoncez dans ce livre, un petit peu en conclusion, des principes de cas, des principes de base pour réinventer l'entreprise, pour réduire les antagonismes et faire en sorte qu'un compromis soit trouvé entre toutes les parties prenantes. En fait, ce qui nous semble essentiel d'abord, c'est de combler en fait, ce déficit théorique qui concerne l'entreprise. On a besoin d'un modèle alternatif qui ne soit pas simplement le modèle de la société. Et ce modèle, effectivement, il nous semble essentiel de le fonder sur cette mission de création collective. À partir du moment où on reconnaît la mission de création collective, alors il va y avoir un point très important qui est la reconnaissance d'une autorité de gestion à qui les uns et les autres vont éventuellement confier une partie de leur potentiel pour participer à ce projet collectif. Et donc, il nous semble qu'à partir de cette mission, on peut reconnaître les implications de la mission de création collective, on peut identifier certains principes qui pourraient être la base, effectivement, d'un contrat d'entreprise, voire d'un droit de l'entreprise. Il y aurait en fait 4 principes essentiels. Le premier, c'est de reconnaître donc la mission de création collective, ce qui veut dire que par rapport à ce débat qu'on a en général sur est-ce qu'une entreprise est là pour faire du profit ou non, for profit, non for profit, on peut considérer plutôt que l'entreprise, elle est là pour développer des nouvelles ressources, et on pourrait faire la distinction entre celles qui sont là simplement pour faire des échanges, du commerce, de celles qui sont là pour innover. Du coup, en fait, il faudrait d'abord réfléchir au statut du chef d'entreprise. C'est le point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en droit, il n'y a pas de statut du chef d'entreprise. Il y a d'un côté, en fait, des mandataires sociaux qui sont habilités au sein d'une société par les actionnaires, de l'autre côté, des employeurs. Mais il n'y a pas forcément de correspondance entre les deux. Or, à partir du moment où on reconnaît, en fait, qu'il y a une autorité de gestion en charge d'un projet collectif, alors on peut considérer que les dirigeants ne sont pas chargés justement de représenter tel ou tel groupe d'intérêts, ils sont plutôt justement habilités à diriger en fait, un projet collectif. À mener ce projet. Ils sont habilités dans l'objectif de ce projet. Avec des conséquences très claires, c'est-à-dire que par exemple, les stock options ou tous les systèmes d'incitation qui visent en quelque sorte à orienter le jugement des chefs d'entreprise devraient être à proscrire. Première conséquence. Deuxième conséquence très importante, c'est effectivement
qui est habilité à participer à l'entreprise et à évaluer, à nommer ou à révoquer les chefs d'entreprise? Aujourd'hui, c'est uniquement les actionnaires. Il y a des théories, notamment la théorie des parties prenantes, stakeholder theory, qui considère qu'au contraire, on devrait prendre en compte les salariés, mais aussi les collectivités locales, les ONG, etc. Donc il y a un problème de frontière et de définition. Or, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a justement une autorité de gestion, un principe très simple, on devrait en découler, puisque les risques que les uns et les autres prennent vont être liés à la reconnaissance de l'autorité de gestion. En fait, les risques sont plutôt liés à la subordination, c'est-à-dire en quoi j'accepte que mes compétences ou mon potentiel, mon capital, soient gérés au nom d'un intérêt commun. De ce point de vue-là, en fait, il n'est pas du tout nécessaire que tous les actionnaires soient habilités à participer au conseil d'administration ou de surveillance. On peut imaginer que ce soit les actionnaires qui aient une certaine permanence dans le capital de l'entreprise. Et ceux qui font des allers-retours sans arrêt, soit se voient retirer leur droit de vote, par exemple. On a en fait parlé d'un principe d'engagement, effectivement. Il peut y avoir des actionnaires qui s'engagent, qui reconnaissent effectivement l'autorité de gestion, et puis d'autres qui veulent garder l'anonymat et qui veulent garder la possibilité de sortir de l'entreprise et de revendre leur part à tout moment. À ce moment-là, eux ne subissent pas, en fait, n'assument pas les risques de l'entreprise et d'une certaine manière, effectivement, ne devraient pas être en mesure... Mais entre tous ces partenaires, entre tous ces stakeholders qui sont dans le périmètre de l'entreprise, comment assurer l'objectif commun et la solidarité de ces parties prenantes? Alors c'est le dernier en fait, principe qui nous semble essentiel d'inscrire dans un contrat d'entreprise ou dans un droit d'entreprise, c'est effectivement que la reconnaissance d'une autorité de gestion doit impliquer une règle de solidarité très importante. Aujourd'hui, il faut bien être clair, il n'y a pas vraiment de solidarité au sein de l'entreprise, mais même au sein de la société. Les actionnaires, en fait, ne sont pas forcément solidaires. Entre celui qui revend une part aujourd'hui et celui qui l'a revendue il y a un an, il n'y a pas de solidarité. Alors, il y a une des règles, en fait, qui nous a semblé intéressante de mobiliser, c'est la règle qu'on appelle des avaries communes. C'est une règle qui habilite, en fait, un capitaine de navire à jeter par-dessus bord des marchandises si ça peut sauver l'ensemble de l'expédition. Et à ce moment-là, en fait... Donc là, c'est dans le droit maritime, là. Voilà, c'est une règle des plus anciennes du droit maritime et du commerce international. Et cette règle est très intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, une décision de gestion prise dans un intérêt collectif, si elle impacte un individu, ses effets doivent être considérés comme communs et donc à mutualiser. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que dans l'entreprise, une décision qui en fait serait prise pour l'intérêt de l'entreprise, pour la survie de l'entreprise, devrait voir ses effets mutualisés. Je prends un exemple, les licenciements économiques par exemple, sont en général des décisions qui sont faites dans l'intérêt de l'entreprise. Il faudrait faire en sorte que le dommage qui est en fait infligé pour cela à certains salariés puisse être effectivement assumé de manière beaucoup plus solidaire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte réinternaliser des effets externes des décisions du chef d'entreprise. Ou alors ne pas les considérer comme externes. Le principe effectivement d'un modèle de l'entreprise, ce serait de considérer qu'il y a un collectif engagé qui effectivement doit être solidaire. Les effets de gestion, les décisions de gestion prises dans l'intérêt commun, que ce soit en fait des effets qui sont créateurs de nouvelles ressources ou destructeurs de nouvelles ressources, devraient être considérés comme communs. Bien, voilà quelques pistes pour refonder l'entreprise. Un petit livre assez facile à lire, ma foi. Blanche Saugastin, merci beaucoup.